Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le moment est venu. Action Comics 1000, 80 ans de Superman. On attribue la phrase de mon titre à Victor Hugo, malgré qu'aucune preuve subsiste qu'il aurait bel et bien affirmé ceci. Néanmoins, je trouve que cette phrase peut servir pour décrire plusieurs des meilleures idées imaginées par l'humanité, notamment le trio guitare-bass-drum, le baseball professionnel et évidemment Superman. Aujourd'hui, je tenterai d'honorer ce dernier avec une présentation sur Action Comics 1000, qui souligne le 80e anniversaire d'existence du personnage avec la publication du 1000e fascicule d'Action Comics, mais pas le 1000e comic de Superman, car nous n'incluons pas les numéros de la série Superman, ni celle de Man of Steel, ni celle de Superman Confidential, Justice League of America, Superman Man of Tomorrow, et encore moins Superman's pal Jimmy Olsen, Supergirl, Superboy, et etc. Calculer l'entièreté du corpus est impensable. On serait dans les centaines de milliers. Alors, il est d'abord important de prendre en considération l'ampleur du phénomène littéraire qu'est Superman. 80 ans d'histoire sérielle, tous passés de main en main de créateurs, le titre le plus convoité de l'histoire du comic books américain. L'idée que l'opportunité de travailler sur Superman est l'aboutissement d'une carrière d'auteur de comics est bien vraie, et actuelle en ce qui concerne l'arrivée de la méga vedette Brian Michael Bendis sur le titre la semaine dernière, après avoir passé les 2 dernières décennies dans le Marvel Bullpen. La véritable consécration réside dans l'honneur d'avoir réussi à proposer quelque chose d'original et pérenne pour le personnage. Je suis de l'opinion que le personnage de Superman est une idée parfaite et donc très difficile à améliorer. Ce qui n'empêche pas les artistes d'essayer, car écrire Superman, c'est de vouloir y ajouter un élément qui outrepasse l'anxiété de l'influence et qui survivra au test du temps. Sur cette idée, un premier point émerge, celle de comment la série est construite sur les 80 dernières années. Pour ceci, j'aimerais revenir à une excellente idée proposée par Denis Méliès lors de sa conférence plénière d'il y a 2 jours, celle de la reprise kierkegaardienne et celle de la mémoire au service du futur. Chaque auteur qui est engagé pour créer une histoire du personnage ajoute un élément qui sera ou non adopté par les artistes qui suivront. Les bonnes idées restent, comme celle-ci, et les moins bonnes disparaissent. Il existe donc une mémétique du personnage, dans le sens dawkinsien de la chose, comme un code génétique de l'idée de Superman. Partant de ses instigateurs, Siegel et Shuster, le personnage s'est peaufiné avec les interventions d'auteurs-créateurs. Partant initialement d'une excellente idée, l'archétype Superman s'est raffiné comme un diamant littéraire. Et malgré que le 80e anniversaire de Batman sera célébré l'an prochain, et celui de Wonder Woman dans 3 ans, aucun personnage n'aura autant été travaillé et repensé de manière active que Superman. Il est le personnage le plus sculpté de la littérature populaire. Afin de faire état de ce raffinement progressif, j'ai retenu chaque fascicule d'anniversaire afin de faire cheminement du développement des idées entourant le personnage. Ceci me permet de faire un panorama des 80 dernières années du personnage sans vous déborder avec les numéros aléatoires, malgré que je ferai aussi ça évidemment en 3e partie de la présentation. Donc, partant du Action Comics 100 jusqu'à aujourd'hui, nous verrons comment le mythogramme du personnage s'est construit au fil des décennies pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Action Comics 100 présente l'histoire The Sleuth Who Never Failed. Pour le 100e numéro d'Action Comics, Alvin Schwartz scénarise et Ira Yarborough illustre une fable dans laquelle un inspecteur de Scotland Yard prénommé Hawkins débarque à Metropolis, ville de prédilection des aventures de Superman, afin de découvrir l'identité secrète derrière ce super-héros. Le détective s'en prendra de multiples manières, notamment en l'enfermant dans un coffre-fort, en tentant de lui couper les cheveux, et au final, en le plongeant, c'est mon préféré ici, en le plongeant dans une bassine remplie de produits nauséabonds, et donc difficiles à laver, afin que Clark Kent soit lui aussi, on l'aura deviné, aussi puant que son alter ego super-héroïque. En conclusion, Superman réussit à défaire les plans inquisiteurs de Hawkins en forgeant un faux testament pour Clark Kent qui officialise Superman comme le seul héritier de sa fortune de pauvre journaliste. Le subterfuge étant suffisant pour convaincre le détective d'abandonner sa recherche. C'est une époque plus simple, dirons-nous. Si le premier centenaire du personnage pouvait être compris comme la recherche de la vérité et de la justice, Truth and Justice, le deuxième devrait davantage être surnommé The Native American Way. Action Comics 200 poursuit sa recette de fascicule d'aventure à étapes, cette fois-ci sous la guise d'un service rendu par Superman envers le fils d'un chef de tribu d'une première nation non identifiée. Dans le périple, Superman devra aider le jeune Hunsa à survivre aux défis émis par Morwata,
le vilain homme de médecine de la tribu. Wayne Boring illustre et scénarise le tout, le nom de famille de ce dernier étant assez révélateur de mon impression du numéro. Pour le numéro 300, Edmund Hamilton et Al Plastino nous offrent une perle qui annonce bien les débuts des années 60 dans l'imaginaire de l'homme de fer. Dans un élan que l'on ne pourrait qualifier d'autre chose que de George Pal-esque, Superman est transporté 1 million d'années dans le futur par le Superman Revenge Squad, à ajouter dans votre liste de choses qui existent, dans lequel il erra avec sa toute nouvelle barbe post-apocalyptique en interagissant avec des androïdes défectueux et en enfilant, si je pèse mes mots, un casque d'archivistique, un peu comme si l'Internet était un haut de forme rouge. Il se fera attaquer par des Balloon Beasts, tout droit sortis de la télésérie The Prisoner, une baleine terrestre géante et un Color Cat, qui est aussi cool que ça n'a de l'air. Le Color Cat. Le Action Comics 400 est le premier fascicule à faire mention d'un anniversaire, vous voyez en haut. À l'intérieur, Superman devient le tuteur légal de Gregory Nagy, le fils d'un de ses amis récemment décédé. Le jeune homme, curieusement furieux après la décision, possède un terrible secret, celui d'être capable de se transformer en animal. Je vous épargne l'intégrale des péripéties qui aboutiront à une compréhension mutuelle entre les deux personnages, mais je ne pourrais pas taire cette merveilleuse pièce d'anthologie finale dans laquelle le personnage de Gregor se sacrifie pour sauver l'équipage d'un navire. Il se transforme en plante, il se transforme en animal, ensuite il se transforme en poussière et il reprendra la forme humaine et partira vers les cieux pendant que Superman prend sa pause, qui est une pause assez classique, et on préfigure cette pause-là qui va devenir assez importante dans l'histoire. Je continue. Action Comics 500, en date de juillet 1979, quant à lui, est l'archétypal excrément qui vient s'abattre sur le ventilateur, ou les genoux de la base si on se sent plus britannique dans notre enthousiasme. Déjà, avec un Infinity Cover, qui, comme vous pouvez voir, c'est une couverture, qu'une couverture, qu'une couverture, qu'une couverture, jusqu'à jamais. On sait qu'on va avoir affaire à des grosses pointures, et le pari est tenu. En fait, 3 traditions prennent leur envol avec ce numéro. Le premier est le dévoilement d'un monument à l'honneur de Superman, une histoire classique à laquelle nous reviendrons plus tard. Le second trope est celui d'utiliser un fascicule anniversaire afin de raconter l'origine du personnage, afin aussi de le replacer dans l'imaginaire du public. Le numéro est donc un condensé de l'origine de Superman, ainsi que ses principaux auxiliaires et adversaires, et encore plus. Troisièmement, et ceci du point de vue graphique, Action Comics 500 débute une tradition de planche d'introduction aux grandes lignes de la diégèse de Superman. Voici la première planche de 500, et nous pouvons la comparer immédiatement avec la première planche de All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley. Et on peut aussi, en poursuivant l'analyse, inclure le début, du moins la scène de début générique, si on peut dire, de Superman Birthright, qui, lui, se déploie sur plusieurs planches, mais qui est essentiellement le même condensé du personnage. Et je vous la présente pour moult frissons. Chaque espace est une planche différente. Tranquillement, la capsule qui fuit de Krypton, qui se transforme en balle, qui sera, elle, passera à travers Kansas et finalement bloquée, faster than a speeding bullet, par la main de Superman. Moi, je trouve ça très beau. Ça arrive. Action Comics 600 est lancé le 2 février 1988, ce qui concorde simultanément avec le 50e anniversaire du personnage. Time Magazine s'est joint à la célébration en décorant leur couverture du célèbre super-héros. Une fête dans le véritable métropolis dans l'Illinois a aussi été célébrée. Et là, ici, il y a plusieurs histoires, à la fois une histoire romantique entre Superman et Wonder Woman, une histoire d'une ultime vengeance avec Lex Luthor, un truc avec Jimmy Olsen, et au final, une autre reprise de l'origine de Superman, comme je vous mentionnais. Nous en sommes au numéro 700. Étrangement, le numéro 700 n'inclut ni mention d'anniversaire, ni contenu exceptionnel. Ce n'est que du mariage entre Lana Lang et Pete Ross. Nous allons donc, en fait, c'est la conclusion d'un storyline qui s'appelle The Fall of Metropolis. Donc, essentiellement, on a juste utilisé le 700 pour bookend un gros storyline. Nous allons donc passer immédiatement au Action 800, qui est la première anthologie. Celle-ci deviendra un classique du genre. Les fascicules d'anniversaire tendent vers un rassemblement d'histoires variées, scénarisées et illustrées par une pluralité d'artistes. C'est aussi le premier tome qui deviendra une réflexion sur l'importance de la présence de Superman
dans la culture littéraire contemporaine. Donc, si je vous montre quelques exemples, c'est une tradition qui est devenue de plus en plus populaire depuis la sortie de ce numéro-là, de raconter des histoires de l'importance de Superman chez le spectateur-lecteur. Donc ici, on a Bill Sienkiewicz qui propose une histoire de comment il a appris à lire grâce au comic de Superman. Donc Sienkiewicz est un illustrateur et un scénariste extrêmement important qui décide d'hommager Superman comme une idée qui l'aurait fait grandir. On a aussi l'idée de survivance aussi à travers le personnage de Superman. On a une personne qui doit réapprendre à marcher et qui le fera progressivement, accompagné par l'image du blason et l'imaginaire de « rien n'est impossible » accordé à Superman. Le dernier, à mon avis, un peu plus émouvant, à propos d'un policier qui met le chandail de Superman en dessous de son uniforme à tous les jours. Je ne vous ai pas présenté la bande dessinée au grand complet, c'est un 3 pages, j'aurais pu le faire, mais la seconde page illustre une attaque qui se fait sur ce policier-là, et lui aussi, sa réhabilitation en quelque sorte, et la page de conclusion, c'est tout la caserne de policiers, ça se dit comme ça, je pense que c'est une caserne aussi, qui eux aussi révèlent avoir le chandail de Superman en dessous de leur uniforme. C'est très beau, que voulez-vous. C'est aussi, effectivement, la première occurrence d'hyper-civilisation de Superman, mais je reviendrai plus tard. Superman 900 a juste la plus belle couverture d'un épisode anniversaire possible. Vous voyez ici le bris des chaînes associées au personnage. Et ici, on le brise en faire un 900. Je me rends compte que j'ai très peu de temps, parce que je vais sauter par-dessus le 900, malgré que ce soit une continuité dans les tropes de l'anthologie. C'est des pièces qui sont illustrées et dessinées par plein de gens. Mais rendons-nous au vrai, unique Action Comics 1000, qui est pour le moment l'acheminement de la forme. Malgré quelques réserves au point de vue d'un fan, le fascicule cumule les clichés que nous avons vus tout au long des 9 derniers numéros d'anniversaire. Une histoire d'origine, une histoire d'inspiration, une histoire du futur, et plus proéminent, des intertextes à des histoires classiques qui font à la fois l'éloge du majestueux passé du personnage et cimentent aussi son aspect mythologique. De par les titres, nous dessinons de rechef 2 références aux œuvres de Moore, donnant raison au scribe sorcier, quand il s'attaque à DC, de ne pas avoir d'idée originale et de continuellement cannibaliser son travail. Je cite le Magus lui-même, « I'd have preferred if they had copied the freshness and originality of the ideas ». Les références en question nous proviennent de la première histoire, « For the city who has anything ». En fait, c'est un intertexte avec 2 grandes histoires d'Alan Moore sur Superman, à la fois For the Man Who Has Everything et Whatever Happened to the Man of Tomorrow, dans lequel on donne à la ville une statue de Superman. L'usage de ces intertextes servent à cannibaliser honorifiquement les brillantes idées de l'auteur afin d'offrir un capital symbolique au personnage. On prend les grandes innovations autour de Superman et nous les projetons au premier plan du fascicule, question de souligner l'aspect majestueux du personnage fictif. L'intertexte du numéro 1000 est un appel évident à la mythologisation du personnage. En rappelant des moments classiques du récit, on prend l'ampleur du travail fait sur le personnage depuis les 80 dernières années. Chaque histoire de Superman qui marque devient partie intrinsèque du personnage et sera transmis à l'auteur qui prendra la série ensuite. Dans le cas de Action Comics 1000, les auteurs ont choisi d'honorer l'influence de Moore sur le personnage. Car nous ne devons jamais oublier que la plus importante partie du travail sur le personnage s'est fait entre les pages du comic lui-même. Un autre aspect de Superman qui fait que l'on doit le considérer comme classe à part est le fait que les reproches faits au personnage, notamment le fait qu'il est trop fort, trop gentil ou trop extraterrestre, ont été abordés de front entre les pages du livre, avant même qu'on réussisse à publier un glose sur ce super-héros. Le rythme de production étant si effréné, il est bien connu que c'est entre les pages de Superman que l'on peut aborder les grandes analyses du comic de front. Je clarifie. À la fin des années 90, suite à l'injection d'hyper-violence et la montée de l'anti-héros comme figure prédominante, bon, je suis correct. Le public commençait déjà à exprimer une dissatisfaction avec l'aspect trop pur et trop moral du personnage. L'on a appelé à la fin du personnage, convaincu que l'archétype ne pourrait pas survivre dans un climat ambigu et complexe de l'administration Bush Jr. Mais cette manifestation de mépris n'a pas fait long feu, car on a décidé d'attaquer cette analyse de plein fouet dans What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Fable dans laquelle Superman se fait rudoyer par une équipe post-badass, post-hardcore de délinquants britanniques à super pouvoir, avatar de la British Invasion qui se faisait sentir avec l'arrivée de créateurs comme Mark Millar, Garth Ennis et Warren Ellis.
Suite à plusieurs attaques ad hominem que Superman encaisse de manière polie, il effectuera une super lobotomie au chef de la bande. Espèce de « Don't pull on Superman's cape », doublé d'un « Don't fuck with the Man of Steel », bien placé qui permet au lecteur de se rappeler qu'il ne faut effectivement pas sous-estimer le plus grand d'entre eux. Cette leçon d'humilité a fonctionné comme maxime, faite sur le plus gros dans le tas, des cours d'école dont nous n'avons plus jamais, et alors nous n'avons plus jamais entendu les reproches d'excès de gentillesse et de politesse dirigés envers Superman. Une autre histoire maintenant rendue canonique à cause de sa capacité d'adresser la notion d'extraterrestre chez Superman, origine qui le rend intrinsèquement différent de nous, est Superman Grounded. L'histoire semble avoir été conçue en réaction à la trop grande mythologisation du personnage suite à Kingdom Come et Rock of Ages, par exemple. Les histoires de dieux modernes faisaient en sorte que le véritable contact avec la figure nous était devenu difficile. Chez Michael Straczynski a donc imaginé une année entière durant laquelle Superman n'utilisait plus son pouvoir de voler, optant à marcher à travers les États-Unis afin de ressouder le lien entre lui et le peuple états-unien. J'insiste sur le fait que ces histoires ont comme but de peaufiner l'idée de Superman dans l'imaginaire collectif. Ces histoires viennent confirmer ce que Douglas Volk dit du personnage dans son Reading Comics. Superman is effectively a perfect person, capable of doing anything, humble and compassionate. Superman est une idée, un concept, un archétype, comme je l'ai mentionné plus tôt, et ce que Superman représente est bien clair et déchiffrable par la majorité des gens sur Terre. Il est la charité, l'empathie et le meilleur de ce que l'humanité peut offrir. Superman est la force de l'optimisme rendu magnifique. Superman ne peut pas tricher, il ne peut pas mentir, et n'évite jamais d'aider quand il le peut. Il est, je répète, à mon avis, une idée parfaite. Mais il est aussi un hyper-sigil, un symbole rendu mystique. L'idée de prendre Superman et de le transformer en force occulte nous provient de l'auteur écossais Grant Morrison, qui, dans les dernières années, a transformé le S, bien reconnaissable, en hyper-sigil. Un hyper-sigil est un concept de chaos magic qui sert à la projection de la volonté dans la chaosphère. Un sigil est une représentation graphique qui encapsule les valeurs et les espoirs qu'une personne désire effectuer. Qui encapsule les valeurs et les espoirs d'une personne qui désire effectuer un changement dans le monde. Et c'est essentiellement la meilleure manière de décrire le S de Superman. Un hyper-sigil, lui, est aussi une constellation de ses idées et de ses valeurs. C'est la reconnaissance infectieuse du sigil. Dans les dernières années, notamment entre les pages de Justice League, All-Star Superman et plus récemment Multiversity, Morrison a enchanté le personnage afin de rendre cette idée parfaite encore plus forte, soit en le transformant en sort, rendant les lecteurs infectés par l'idée même de Superman. L'hypersigil de Superman rend personne indifférent. Bien au contraire, une exposition prolongée au personnage active le potentiel de chaque humain à devenir meilleur. En conclusion, j'aimerais terminer sur la notion sous-jacente d'un tel numéro comme Action Comics 1000. Normand Baillargeon, dans son petit manuel d'autodéfense intellectuelle, nous explique le pouvoir intrinsèque des chiffres astronomiques. Une fois le chiffre rendu trop gros, il devient impossible de se l'imaginer, comme la différence entre 1 milliard et 3 milliards. J'en sais rien. Mais que représentent 1000 comic books? Un comic par jour pendant 3 ans, mais en même temps, qu'est-ce que ça représente pour 80 ans d'écriture? C'est encore plus difficile à concevoir. Je mentionnais plus tôt dans mon introduction la tâche quasi impossible de recenser tous les fascicules dans lesquels Superman apparaît. Serais-je capable de compter le temps mis par les artistes sur Superman, l'investissement artistique envers le personnage? Non, mais je sais qu'il surpasse de loin les 10 000 heures de Malcolm Gladwell. Superman est devenu une force incalculable, tant dans la production que dans la réception. Et je vous laisse sur ceci. Dans l'épisode Hereafter de la télésérie à succès Smallville, Clark Kent rencontre un jeune étudiant à l'école qui peut voir la mort des gens à leur toucher. Lors d'un contact avec Clark, le jeune homme a une vision d'une cape qui vole à l'infini dans le cosmos. Choqué par cette vision, Jordan Cross, le jeune nécropathe, lui confie « You go on forever ». Nous comprenons alors que Superman ne cessera jamais. Et c'est pour cette raison, et c'est sur cette raison d'infini sur laquelle j'aimerais insister maintenant que l'idée de la série existe encore. Que, rendu à 1000 numéros, on doit comprendre que le personnage a assez vécu d'histoire pour être à jamais gravé dans nos mémoires. Qu'elle survivra pour toujours ne veut-il pas dire en quelque sorte que le bien triomphera pour toujours? Avons-nous déposé notre optimisme dans cette icône pour le faire survivre à l'extérieur de nous, s'assurant par la fiction que nous aurons toujours une voie vers l'optimisme et le meilleur de nous à disposition? Merci beaucoup.